Hi les lectambules, ici Leslie de la chaîne Leslie Laisse ton lit. Bienvenue ou re-bienvenue dans mon monde de livres et de carnets. Aujourd'hui on se retrouve pour un Lili, mon émission dédiée aux livres, pour finaliser mes lectures d'automne. Je vous renvoie à mes vidéos que j'ai faites par rapport à la médiathèque, mais il reste quelques livres que je n'avais pas empruntés, mais que j'avais lus à cette période. Il s'agit de 6 livres, principalement des romans, mais on perd pas plus de temps. Donc on commence avec Changer le des fleurs de Valérie Perrin. Donc là c'est une belle édition au livre de poche. C'est un livre que j'avais commencé à la mi-août, donc encore un peu en été, mais que j'ai fini à la mi-septembre. Je lui ai mis la note de 3,42 sur 5, donc 3 étoiles et demie. Et c'est vrai que ce livre a de très bonne qualité. L'écriture est parfois belle, souvent touchante, il y a des moments un peu plus drôles. Et finalement une certaine variété dans les thématiques abordées. Pour ceux qui ne connaissent pas le livre, on suit entre autres une garde cimetière, Violette Toussaint, et finalement toute l'histoire est centrée soit sur elle, sa vie, avant de devenir garde cimetière, et aussi toutes les relations qu'elle va ficeler et toutes les rencontres qu'elle va faire, ainsi que toutes les personnes qu'on peut croiser dans le cimetière, et même finalement les histoires des défunts. Une histoire presque pas chorale, mais j'ai été étonnée finalement du nombre de points de vue qu'il y a dans ce livre-là. C'est très riche, très intéressant, mais c'est vrai que ça m'a décontenancée, surprise, je ne sais pas comment dire, car je ne suis pas très habituée à ce genre de livre. Je ne lis pas tant de littérature contemporaine classique pour adultes, je lis plutôt pour la jeunesse, les ados, et plutôt de la fantasy d'ailleurs. Donc c'est vrai que c'est pas le genre de livre vers lequel je vais, mais je pense que si c'est votre gamme, voilà, je pense que ça peut vraiment vous plaire. J'avoue que ce qui finalement m'a moins plu, c'est cette multiplicité d'intrigues. Il y a des intrigues qui m'intéressaient plus que d'autres, et comme on a pas une alternance parfaite, mais on a des chapitres sur certaines personnes et d'autres sur l'histoire. Finalement, c'est l'histoire de Violette elle-même qui m'intéressait plus. Quasiment un effet un peu enquête, parce qu'on a des révélations et des choses qu'on commence à se poser des questions, se sont passées et on a peu à peu des révélations. Et c'est un peu fait au compte-gouttes. Donc du coup, il y avait des moments où il y avait des chapitres qui m'intéressaient moins de romances de deux personnes différentes, qui ne m'intéressaient pas. Vraiment, ils sont morts, je pense que c'est pour ça que j'étais peut-être pas très investie. Donc c'est vrai que j'étais un peu moins dedans. Mais il y a des personnages vraiment touchants, des personnages assez riches. Et c'est vrai que Violette en elle-même, elle est assez intéressante. Et je trouve que même les personnages qu'on devrait détester sont plutôt complexes. Donc je trouve que pour la construction des personnages, par contre, c'était vraiment très, très travaillé. Je dirais que si voilà, vous lisez beaucoup de littérature contemporaine, que vous aimez un peu ce qui est romance, drame, avec un petit soupçon d'enquête, vraiment je pense que Changer le des fleurs peut vous plaire. Je pense que c'est un très bon livre, mais c'est juste que je pense pas être le public adéquat pour cela. Deuxième livre, Ami à vie de Pierre Bottero. Donc là c'est une édition de Flammarion Jeunesse, que je n'aime pas du tout ces éditions-là. Mais bon, j'ai fait avec. Pierre Bottero, qui est un auteur donc, de littérature jeunesse, et ça en est. Pierre Bottero est surtout connu pour ses trilogies plutôt fantasy, La quête des Willan, Les mondes des Willan, Le pacte des marchands, L'autre, ce genre de choses, A comme association. Mais c'est vrai qu'Ami à vie s'inscrit dans ses livres, même plus jeunesse encore, je trouve, que les Willan et Lana et compagnie. Plus jeunesse et réaliste. Voilà. Le livre est assez court en plus, voilà, il fait 130 pages. Et donc du coup, on se plonge dans l'histoire de Brune et de Sonia. Donc Brune qui a des amis au collège, etc., fille de professeur. Donc d'ailleurs, je trouve que, alors je sais pas si le bouquin, il date un peu, ou l'histoire où elle se passe, etc., mais c'est vrai que je me suis dit, je me suis demandé, ayant des ados au quotidien à mon collège où je travaille, je me suis demandé qui vraiment parlait encore comme ça, parce que finalement elle s'exprime très bien, pas adulte mais limite, donc je me suis demandé si ça ne gâchait pas la crédibilité, surtout que du coup elle va se lier d'amitié avec Sonia, une nouvelle élève qui est vue un peu comme de mauvaise fréquentation, alors qu'en fait on va apprendre qu'elle a un cancer, donc du coup il y a un côté dramatique qui s'ajoute. Le roman est très court et c'est vrai que l'avantage, enfin le bon point, c'est qu'on ne s'appesantit pas sur le côté mélodramatique. Carotero ne fait jamais de tire-larme, ça c'est bien. Mais il y a des réactions qui me semblent presque trop belles pour qu'elles soient crédibles. Mais pour une leçon un peu de vie, pour un ado, une adolescente qui ne lit pas beaucoup, c'est assez bref et assez beau pour que ça puisse marcher et lire une bonne lecture. Je lui avais mis 4 étoiles et demie. Je
pense que j'ai été généreuse parce que c'est Pierre Bottero, parce que je trouve qu'il écrit très bien. Pierre Bottero reste mon auteur préféré et je trouve que il a cette capacité d'écriture concise, efficace, touchante, sans en faire trop. La simplicité est la meilleure des manières de s'exprimer, mais c'est vrai que ça reste quand même un livre jeunesse, c'est pas une claque extraordinaire. J'ai également lu Lightfall, donc là je ne retrouve plus, je pense que je l'ai peut-être laissé au CD où je travaille, je sais plus où je l'ai mis. Lightfall, donc premier tome, c'est un graphique, La Dernière Flamme, donc là on était un peu dans un esprit Miyazaki avec des très très beaux paysages, un côté un peu aventure et étrange, entre une jeune fille et une créature. Alors dans ce monde-là, il y a pas que des humains, c'est pas la seule créature qu'il y a. J'ai beaucoup aimé le contraste entre certaines pages très lumineuses, très, très belles, très, presque de l'aquarelle, et des pages beaucoup plus sombres, avec, voilà, autour des cases c'était noir et c'était beaucoup plus mystérieux, avec une sorte de danger qui approche. J'ai bien aimé, ça m'a donné envie de lire la suite. Je pense que c'est pas la découverte incroyable, je pense que j'ai apprécié mon voyage et je vais lire la suite, mais c'est pas transcendant pour autant. Je trouve ça réconfortant. Il y a le côté vraiment aventure et reposant de Miyazaki. Je trouve que ça fait vraiment penser à ça. Je lui ai mis quand même 4 étoiles et demie et je pense que si vous aimez les graphiques, si vous aimez les livres un peu d'aventure, avec une sorte d'amitié qui se crée, avec quelques passages un peu plus humoristiques, avec un peu de mystère, voilà, on ne sait pas trop où on débarque et ce qui va se passer. Je suis quand même assez curieuse de découvrir la suite. Je pense que ça peut vous plaire. Autre graphique, mais qui s'adresse moins aux enfants, je trouve, et plus ados, mais surtout peut-être adultes. Et à la fin, Il meurt de Lulubi, donc là c'est aux éditions Delcourt, donc un très bel objet déjà avec le jaspage doré. Vraiment, j'aime beaucoup l'édition. Lulubi, j'avais déjà lu d'elle Goupil-ou-Face, qui parlait de la cyclothymie que j'avais beaucoup aimé. Donc du coup, il m'intriguait beaucoup celui-ci, et d'ailleurs, je l'avais acheté au Salon du Livre de l'année dernière, et au Salon du Livre de cette année, j'ai racheté un Lulubi, donc je trouve que ce qu'elle fait est très bien. Et à la fin, Il meurt, ça parle de contes, donc c'est plutôt une sorte d'essai, c'est pas de la fiction, je crois que fait plutôt ce genre de bande dessinée ludique, qui en fait ont des passages où elle raconte un peu des contes, et d'autres passages où en fait elle compare différents conteurs, différents auteurs, et à quel point une même histoire à travers le monde n'expose pas les mêmes types de personnages, les mêmes critiques des mœurs. En Italie, à telle époque, on parlait plus de contes pour faire rire, pour être provoquant et obscène, et quelque chose vraiment de ce genre-là auprès de nobles adultes, alors qu'avec le temps ça devient des contes pour enfants, beaucoup plus moralisateurs, voilà, donc c'est pas tout à fait la même chose. C'est assez intéressant d'un point de vue de la connaissance, franchement j'ai appris des choses, c'était très intéressant, et puis du coup son style graphique qui est très singulier, avec ses tons rangés, etc., m'a vraiment beaucoup plu parce qu'il y a vraiment des passages où j'étais morte de rire. Le côté trash, on va dire, des contes, euh, pour, euh, pour faire des cases complètement hilarantes et absurdes. Enfin, c'est vrai que parfois dans les contes, c'est des choses vraiment absurdes. Et donc du coup, elle en joue. Et c'est vraiment que c'est très drôle. Donc ça fait un peu de La Fontaine, divertir et instruire. Je me dis que voilà, si l'univers des contes vous intrigue, si vous aimez bien les BD, si voilà, vous aimez bien le côté humoristique que peut avoir certaines choses, le côté un peu absurde et un peu trash, hein, il y a un peu de côté sang, tout ça, bon, sans que ce soit affreux, mais elle le déconseille quand même aux enfants parce que il y a des choses dans les contes qui sont pas pour les enfants, quoi. Des choses, voilà, je dirais obscènes, des choses matures. Je pense que ça passerait dans mon collège, honnêtement, parce que bon, ados, ça passe. Je pense qu'ils ont vu des choses plus compliquées que ça. Mais voilà, mettez pas ça dans les enfants, dans les bras, dans les mains d'un enfant de 6 ans, ça ne serait pas terrible. C'est pas vraiment une histoire, c'est plus un essai. Mais je pense que ça fait découvrir des choses et vraiment, je vous invite à suivre les travaux de Lulubi. Elle va pas parler que d'un sujet, mais quand elle traite un sujet, elle le traite bien. Et ça fait rire et ça fait réfléchir. On revient côté jeunesse avec Mémoire de la forêt, tome 2. Donc là, c'est les carnets de Cornelis Renard. Donc écrit toujours par Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé aux éditions L'École des loisirs. Donc toujours un très bel objet. Sanoé a toujours bien illustré. Encore une fois, en plus, les passages des lettres sont un petit peu différents des autres. Ça reste encore un très bel objet avec toujours
les illustrations dedans. Donc c'est un livre, vous voyez bien avec la taille de la police, des marges, etc. C'est un livre qui se dessine à la jeunesse, mais c'est vrai que comme le premier tome, on a un livre qui aura presque différents niveaux de lecture, qui aura un écho particulier auprès de lecteurs plus âgés. C'est vrai que le premier, avec la maladie de l'oubli-tout, il y avait un côté très touchant qui, je pense, ne parlera pas à tous les enfants. C'est une première entrée, mais je pense que ça ne marquera pas autant qu'un adulte, enfin j'imagine. Ce tome-là parle d'autres sujets, donc on suit Archibald, et là on a découvert Bartholomé qui est son neveu, qui est un peu une sorte de fan de détective, donc très très mignon, j'ai beaucoup aimé Bartholomé dans ce tome-là. Et en fait, le grand-père, Cornelius Renard, perd un peu la mémoire. Est-ce qu'il a aussi une maladie de l'oubli? Je ne pense pas, mais il y a un peu ce côté-là. Et un loup, Célestin Loup, vient réclamer la librairie qui appartient depuis 3 générations au renard. Et peut-être que 3 générations, qu'est-ce qui s'est passé? Et de la même manière qu'on avait les photos de Ferdinand Taupe pour retrouver Maud dans le premier tome, là ce sont la quête des lettres que Cornelius a distribuées avant de perdre vraiment la tête à des amis qu'il a eus. Je trouve que la découverte et la rythmique est un peu moins prenante que le premier, parce que le premier c'était vraiment... je pense que la maladie de l'oubli-tout, le côté Alzheimer me touchait particulièrement. Je pense que le deuxième est un peu différent pour ça. Le choix de la quête est un peu revu, entre guillemets, c'est moins de la découverte. Mais ça reste quand même touchant. On découvre du coup dans ces lettres un peu ce carnet intime, le souvenir, les souvenirs, l'enfance en fait de Cornelius. Et peu à peu, l'histoire, les morceaux qui se recollent. Les personnages qu'on rencontre sont vraiment différents et le capitaine Matou, etc. Vraiment, il y a des choses très intéressantes. Et puis des personnages secondaires qu'on revoit, ça fait plaisir. Il y a un côté en fait de ce livre, cette série, parce qu'il y a un 3e tome et je pense qu'il y en aura un 4e pour le printemps. Je l'ai lu en automne et c'est vraiment adapté pour. Ce qui se dégage de ce livre, c'est vraiment quelque chose de chaleureux, de bienveillant. Et malgré des histoires parfois un peu plus tristes, un peu plus dramatiques, je pense qu'il s'en dégage quelque chose de très beau. Et c'est vrai que ça parle de sujets finalement plus adultes qu'on ne pourrait le croire. Alors j'ai pas envie de dire les thématiques parce que je pense que je vous spoilerai du coup. Mais on va dire les relations, la famille, le couple, voilà, tous ces rapports-là. C'est vraiment beau. Vraiment, je trouve que cette lecture me fait du bien, alors qu'il y a des moments, c'est un peu triste. Donc je dirais que c'est une lecture jeunesse à mettre finalement entre toutes les mains. Et enfin, on finit avec Absolu. Donc encore, j'ai lu pas mal de livres de français. Là, c'est que des livres de français, à part Lightfall que je vous présente. Donc Absolu, donc c'est le premier tome, Les Mobilisés, donc de Margot Desaines, jeune autrice, aux éditions Bing Bang. Donc c'est un livre de dystopie, comme on n'en voit plus malheureusement. Margot, je la connaissais déjà avant sa publication. J'avais participé quand elle avait fait un atelier de nouvelles sur Discord. Donc je ne veux pas dire que je la connais très bien, mais j'avais eu cet écho-là. Et quand elle voulait publier, elle a commencé à mettre des chapitres sur Wattpad. Là, ils font beaucoup la pub. Je trouve ça presque... Parfois, Wattpad, ça peut faire un peu double tranchant. Ça peut être un argument de vente pour les éditeurs, mais parfois, je trouve que ça peut un peu rebuter. Bref. Et du coup, moi, j'avais pas lu les chapitres sur Wattpad. Parce qu'au fond de moi, je savais que elle allait finir par publier. J'en étais convaincue et j'avais raison. Donc, je voulais lire quand ça serait en livre vraiment. J'ai acheté dès sa sortie, j'ai même précommandé le tome. J'avais eu des stickers et également un petit matricule. Bon, c'est du plastique, mais ça fait toujours plaisir. De Prime Ostrov. Et je ne l'avais pas lu, en fait. Donc je l'ai commandé depuis plus d'1 an et je l'avais toujours pas lu. Je sais pas ce qui me retenait, enfin si je sais. J'avais peur d'être déçue, j'avais peur que tout le monde dise que c'est extraordinaire et que c'est très compliqué quand vous appréciez quelqu'un en tant que personne et se dire son style ne marche pas auprès de moi, enfin c'est possible. Donc je pense que j'avais un peu d'appréhension, j'avais peur que aussi tout le monde mette des attentes et que moi aussi je me mette une attente extraordinaire et que du coup je voulais pas être déçue, je voulais l'apprécier comme c'est. Et aussi je me suis dit oui mais après il y aura un tome 2, apparemment tout le monde dit que c'est terrible d'attendre, etc. Donc je me dis mais si je me dépêche ça veut dire que le tome 2 va être encore plus frustrant pour moi aussi. Bref, compliqué.
Tout ça pour dire que là, le tome 2 a fini par sortir en novembre. Je me suis dit, bon, approchant du mois de novembre, il faut que je lise. Donc, je me suis lancée dedans. Je l'ai lu assez rapidement. Et je ne dirais pas que c'est le livre de mon année et mon Dieu que c'est extraordinaire. Je pense que j'aurais pu le lire plus tôt, ça c'est sûr. C'était vraiment un plaisir de lecture. Alors, je pense que je suis dans le genre de personne qui repère les petits défauts et les petits machins. J'ai eu le plaisir de découvrir des personnages très bien construits, qui ne sont pas juste des pions pour une histoire. Des pions pour leur société, peut-être, mais pas des pions pour l'histoire, pour Margot. J'ai trouvé que l'histoire a des enjeux réels, personnels pour les personnages, mais aussi quelque chose de plus grand. Et apparemment, le deuxième tome est beaucoup plus politique, donc ça, je vais pas trop tarder à le lire. J'ai trouvé ça bien d'avoir une diversité de personnages, même de représentation d'ailleurs. J'ai trouvé ça trop cool de revoir de la dystopie. J'avais des réminiscences de Labyrinthe, de Hunger Games qui me revenaient. Je trouve que ça passerait tellement bien en version télévisée. Télévisée, film, série, vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que les personnages sont tellement attachants et je trouve que l'écriture, elle est efficace dans le sens où l'ambiance, on sait tout de suite où on est. On voit tout de suite les environnements. Les personnages, on les clarifie très rapidement. Et je trouve qu'ils ont quand même leur voix. C'est vrai que parfois, j'ai un peu de mal avec certains livres à la première personne, parce que je trouve que les personnages sont pas assez caractérisés. C'est un roman choral, hein, du coup, chaque chapitre est sur un personnage. Et parfois, vous avez ce côté de si on n'avait pas mis le prénom, on saurait pas. Ou j'en ai marre de celui-là, je veux passer à un autre. Là, pas du tout. Là, j'étais intriguée par tous les personnages. Alors forcément, certains... Edward, par exemple, Edward dans mon cocolo, je l'aime très fort. Voilà, il y a des personnages qui forcément me touchent plus que d'autres, mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une crédibilité dans les personnages, dans l'environnement, dans l'univers qui peu à peu se découvre. Il y a donc 6 parties, à chaque début de partie, il y a des mémoriers qui sont des sortes de journal de bord de celui qui a créé la chose, qui est un peu le robot, intelligence artificielle qui a tout détruit à Varsovie, à la zone où ils sont envoyés. Et vraiment, je trouve que l'ajout de ces mémoriers, les débuts qui font un peu citation, les débuts de chapitres qui sont comme ça, les petites choses qui se dessinent. Alors, il y avait des éléments que j'avais anticipés. J'ai pas été surprise de tout, mais quand même, il y a des choses qui m'ont surprise et j'ai vraiment apprécié. J'apprécie tellement être surprise par certains éléments, et pas surprise parce que ça arrive comme un cheveu sur la soupe, mais surprise parce que, c'était ça! Je comprends mieux. Et du coup, tout s'éclaire. Et je pense que le tome 2 va faire la même chose. Apparemment, c'est encore mieux le tome 2, donc j'ai hâte. Mais vraiment, voilà, je pense que la grande force du livre, c'est les personnages qui sont complexes et l'intrigue qui a l'air beaucoup plus grande et beaucoup plus riche. Et je trouve que voilà, que l'écriture, sans forcément... je me retourne à chaque ligne, non, c'est pas le cas. Mais je la trouve efficace et qui pose rapidement une ambiance. Un attachement au personnage et l'enjeu des personnages. Alors, Margot est surnommée tueuse en série. Quand ils font le Molanta, c'est les tueurs en série, son équipe, parce qu'effectivement, elle a tendance à tuer des personnages. Mais en même temps, je trouve que ça donne tellement de richesse, tellement de crédibilité au livre. Attendez-vous à pleurer, attendez-vous à être choqué. On les envoie dans un endroit où il y a une machine qui tue tout le monde. Évidemment qu'ils vont pas tous survivre. Enfin, je veux dire, c'est comme dans Hunger Games. Sauf que là, je trouve que les morts sont tellement impactants, tellement terribles et justes, que vraiment, je trouve que c'est bien, en fait, de tuer des personnages. Oser tuer des personnages, c'est pas tout le monde... Et puis, parfois, je trouve que les jeunes auteurs n'osent pas forcément. Je rappelle quand même que c'est un premier roman, donc je trouve que c'est vraiment incroyable pour un premier roman d'envoyer un tel pavé d'une telle qualité. Et vraiment, si vous n'avez pas déjà lu Absolu, que vous avez aimé la dystopie de Hunger Games, etc., de Divergente, de Labyrinthe, si vous aimez vraiment les mystères, vous voulez lire du young adulte avec des personnages qui sont riches, qui sont pas clichés, qui sont pas juste pour une histoire. Peut-être qu'il y aura de la romance, mais c'est pas le principal, d'accord. C'est juste les émotions humaines, les relations humaines qui priment. Je pense que je fais partie de ces gens qui
regrette beaucoup la dystopie. Et c'est une joie immense de voir que une Française peut remettre un peu de ça à table, quoi. Donc vraiment, je vous invite à lire Absolu. Voilà pour cette petite vidéo de retour de lecture spéciale automne que je n'avais pas déjà abordée. Donc il y a beaucoup de bonnes choses, vraiment, je pense qu'on peut en trouver pour tous les goûts. Ce sont des livres que vous pouvez lire pour l'automne futur, si vous êtes comme moi et que vous aimez bien lire par saison. C'est vrai que ce livre-là, Les Meilleurs de la forêt en automne, fait très bien en automne. Actuellement, je vais lire celui de l'hiver. À la fin de mois, il y a un côté un peu macabre qui peut peut-être marcher pour les journées d'hiver, donc peut-être plus janvier-février. Mais sinon, le côté gothique marche très bien pour Halloween, donc peut-être l'année prochaine. Changer le dé fleurs, vous pouvez vous le réserver pour ce printemps. Absolu, vous pouvez le lire dès maintenant. Je vous dis à très vite dans mon monde de livres et de carnets. Et n'oubliez pas, laissez votre lit.